Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour vous présenter comment je structure mes projets de modélisation sous SolidWorks. À chaque modélisation, mon objectif est de réaliser virtuellement l'avion dans tous ses détails avant de le réaliser réellement. Cela permet non seulement de définir l'ensemble des pièces qui seront nécessaires à sa réalisation, mais également de valider leur montage, la masse du modèle et son centre de gravité. Je vais donc modéliser quasiment toutes les pièces qui constitueront le modèle, comme les nervures et les couples, les coffrages, la motorisation, le train d'atterrissage, l'équipement radio, les vis, les tringleries, bref, toutes les pièces. Seuls les câbles des accus et cerveaux ne seront pas modélisés, mais tous les passages de câbles seront prévus. L'intérêt d'utiliser un tel logiciel est que l'on va pouvoir caractériser complètement chaque pièce du projet. On va également pouvoir créer une nomenclature de l'ensemble de ces pièces nécessaires à sa réalisation. Le modèle 3D du DeWatin 551 que vous voyez à l'écran, d'une envergure de 2,40 m, comporte environ 900 pièces. Certaines sont présentes en plusieurs exemplaires et cela représente quand même 400 pièces différentes. Si on ajoute à cela tous les assemblages et sous-assemblages nécessaires à la modélisation, ainsi que tous les fichiers nécessaires à la réalisation du modèle, plan de détail, plan des pièces fabriquées, fichier de découpe numérique, fichier d'impression 3D, on arrive à environ 600 fichiers à gérer. Il faut donc structurer le projet et les données afin de pouvoir s'y retrouver facilement. Donc, je vais vous montrer dans l'Explorer comment je structure les projets. Donc, j'ai déjà un dossier principal qui concerne la modélisation, donc en l'occurrence le DeWatin 551. Dans ce dossier, j'ai plusieurs dossiers qui me permettent de gérer complètement mon projet. Donc ça va des documents que j'ai été rechercher, les informations des modèles, les informations des modèles similaires, tout ce qui concerne l'analyse préliminaire, enfin tout un tas de dossiers qui me permettent de gérer le projet. Dans l'ensemble de ces dossiers, il y a un dossier important pour la modélisation, c'est le dossier 3D. Donc, dans ce dossier 3D, on va trouver encore une fois pas mal de dossiers. Donc, certains dossiers qui me permettent de gérer des images de la modélisation, des décorations, les robes du modèle. On va trouver ensuite l'ensemble des dossiers qui permettent de stocker les données 3D et un ensemble de dossiers qui permettent de stocker les données de sortie. Ce que j'appelle données de sortie, ce sont toutes les nomenclatures qui vont servir à réaliser le modèle, toutes les mises en plan au format PDF, tous les fichiers PDF 3D qui permettent de visualiser le modèle, tous les fichiers DXF, donc ce sont des fichiers de découpe numérique, tous les plans qui servent à réaliser les pièces usinées, tous les plans qui servent à réaliser les pièces en fibre de verre ou fibre de carbone, tous les fichiers d'impression 3D, donc ce sont des fichiers au format STL, et tous les fichiers ou plans qui permettent de réaliser les pièces thermoformées ou en rodride. Donc si on revient sur la partie à proprement dit 3D, donc on va découper l'avion en plusieurs parties fonctionnelles, comme les ailes, le stabilisateur, le fuselage, et aussi des sous-parties comme la dérive, le cockpit, le train d'atterrissage, le moteur, tout ce qui est pièces commères, donc ça représente les vis, les roulements, les charnières, les tringleries. Les parties radiocommandes, donc on va retrouver dans cette partie-là, on va retrouver les récepteurs, les cerveaux, la double alimentation, les accus, ainsi de suite, et éventuellement une partie pilote. Donc dans chaque dossier, si vous voulez dossier de l'aile, on va trouver tous les fichiers qui constituent la partie L. Donc au niveau numérotation, moi j'utilise une numérotation de ce type-là, donc j'ai une lettre par catégorie, donc ça sera A pour l'aile, suivi d'un numéro chronologique 1, 2, 3, 4. Donc les plans s'appelleront A001, A002. Enfin, je parle de plans, c'est plutôt les pièces, donc SLD, PRT. Donc effectivement, on va trouver tout un ensemble de pièces au format pièces SolidWorks SLD, PRT, donc qui vont prendre ce numéro-là avec éventuellement derrière une désignation complémentaire. Pour les assemblages, je vais utiliser la numérotation suivante. Donc, un assemblage commencera par AS- et ensuite on va retrouver un numéro comme les pièces AS-A001, AS-A002. Donc, dans le dossier, on va retrouver toutes les pièces, à la suite les unes des autres.
Et ensuite, on va retrouver tous les assemblages ici, hein, AS001, AS002. On va aussi trouver quelques dossiers, hein, notamment ceux qui permettent de gérer les profils d'L, des images de la partie L, et ainsi de suite. Donc pour le stabilisateur, même principe, hein, sauf que mes pièces commenceront par un S, hein, et mes assemblages s'appelleront AS S001, AS S002. Voilà. Donc cela, ça vous permet de voir la décomposition en termes de structure de dossier sur le PC. On va maintenant passer à la structure des pièces et assemblages dans SolidWorks. Donc, on va ouvrir une pièce. Donc, cette pièce, c'est une pièce de stabilisateur. C'est la barre de torsion qui permet de commander les deux volets de stab. Donc, chaque fichier pièce dans SolidWorks sera défini par sa forme. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Sa matière, donc qui correspond à une densité et une apparence. Et donc la densité avec la forme de la pièce, donc son volume, permettra de définir sa masse. Et ensuite, la pièce sera définie par son mode d'élaboration. Voilà, si c'est une pièce qui sera réalisée en découpe manuelle, en découpe numérique, en usinage, en fibre de verre, en impression 3D, en thermoformage, ainsi de suite. Donc, comme vous savez, si vous utilisez SolidWorks, à chaque fichier est associé ou peut être associé des propriétés. Donc, ils sont soit des propriétés personnalisées que je ne vais pas utiliser. Je vais plutôt utiliser les propriétés spécifiques parce qu'elles dépendent des configurations. Donc, on a certaines pièces qui pourront être contenues dans un seul fichier. Par exemple, on aura des pièces symétriques droite et gauche qui pourront appartenir au même fichier. La pièce droite sera une configuration, la pièce gauche sera une configuration. Et à ce moment-là, il est important de pouvoir bien différencier les propriétés de l'une et de l'autre. C'est pour ça qu'on va utiliser les propriétés spécifiques à la configuration et non pas les propriétés personnalisées. Donc les propriétés que j'ai mises en place pour mes modélisations sont les suivantes. Donc le nom de la pièce, hein, donc il s'appellera bien souvent le même nom que le nom du fichier, sauf dans le cas où on a des pièces symétriques droite et gauche. Hein, j'aurai un fichier qui s'appellera S004 et j'aurai une pièce droite qui s'appellera S004D et une pièce gauche qui s'appellera S004G. D'où l'importance d'utiliser les propriétés spécifiques à la configuration. Ce nom de pièce, c'est celui qui apparaîtra dans la nomenclature du modèle. On a ensuite une propriété désignation, donc qui permettra de compléter les informations sur la pièce. Une information de matière, qui sur cette pièce-là est de l'aluminium. Une information de débit, qui sera renseignée ou pas, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Une information une propriété de plan, donc, qui sera le numéro du plan qui sert à fabriquer la pièce. Et une propriété type, hein, qui permettra de définir quel type de pièce c'est, si c'est une pièce usinée, si c'est une pièce achetée, si c'est une pièce réalisée en fibre de verre, en impression 3D, ainsi de suite. Donc, on peut créer les propriétés dans chaque fichier ici et les renseigner, mais c'est pas très facile. Donc moi, je préfère utiliser une autre méthode que je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser le volet de propriétés personnalisées. Donc, pour créer cette partie-là, il faut utiliser un complément SolidWorks qui s'appelle éditeur de formulaire de propriété. Donc, avec cet éditeur qui est assez simple à utiliser, vous allez pouvoir réaliser ces masques de saisie donc, qui apparaîtront ici. Quand vous allez créer une nouvelle pièce, elle n'aura pas de propriété. Vous allez dessiner votre pièce et ensuite vous viendrez dans ce volet-là. Et le fait de compléter les données ici et de faire appliquer, ça va créer automatiquement les propriétés ici et les renseigner ici. Donc c'est beaucoup plus simple à utiliser. Il suffit de remplir les données à cet endroit-là. Donc, autre particularité, donc cette pièce est en aluminium, on l'a vu, hein, si on regarde sa masse, hein, on a bien une densité de 2700 kg par mètre cube, c'est bien d'aluminium, et elle a une masse de 14 kg. Si je reviens sur mon volet propriété, donc je vais dérouler
la partie matière et on s'aperçoit qu'on peut venir dans l'éditeur des matériaux. Et donc là, j'ai réalisé une bibliothèque de matériaux personnalisés dans lequel j'ai mis les différentes catégories de matériaux qu'on est amené à utiliser sur nos modèles réduits. Donc une partie balsa. Donc vous voyez que j'ai bien détaillé tous les types de balsa qu'on peut utiliser, hein, un balsa 10 dixièmes, 15 dixièmes, 20 dixièmes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le 10 dixième a une densité de 170 kg par mètre cube, alors que le 30 dixième en a 150 et le 100 dixième a une densité de 110. Donc, si on veut avoir un poids réaliste du modèle et un centre de gravité réaliste, il faut vraiment s'appliquer à ce que tous les matériaux qu'on utilise et tous les composants qu'on utilise aient une masse proche de la réalité. Donc, au niveau des matériaux, il faut renseigner principalement la masse volumique, c'est ce qui nous intéresse pour nous, et la partie apparence, si on veut que l'apparence du modèle reflète à peu près la réalité. Alors, j'ai renseigné des parties balsa normales, on va dire, et des parties balsa light. Si je prends un balsa 20 dixièmes, il aura une densité de 170 kg par mètre cube. Un balsa light 20 dixièmes aura une densité de 135 kg par mètre cube. Donc, ce que j'ai fait pour les balsa, je l'ai fait également pour les différentes baguettes qu'on peut trouver. Donc, une baguette balsa, hein, une baguette en bois dur ou un rond bois dur, toutes les parties contreplaquées. On a aussi les parties fibres de verre, fibres de carbone, jonc en fibre de verre, jonc en fibre de carbone. Les parties polystyrène, si on utilise du népron. Les parties plastiques. Donc on a retrouvé dans cette rubrique-là la partie impression 3D, hein, sinon tout un tas de plastique, de rhodoïdes, de plexiglas, des tubéraux pour faire certains montages. Les matériaux divers qui vont être l'acier, l'aluminium, le caoutchouc, le plomb, enfin des choses qu'on peut utiliser dans les modèles. Éventuellement des pièces en carton, de l'aggloméré pour certains montages, et une partie entoilage si on veut mettre une partie entoilée et quand même mettre un peu de masse sur la partie entoilage, donc j'ai modélisé de l'Oracolor. Bon, je vous conseille vivement de créer cette bibliothèque de matériaux personnalisés et de l'utiliser ensuite. Donc je vais vous montrer si je change effectivement cette pièce-là, si je dis que maintenant c'est plus de l'aluminium mais que ça va être du contreplaqué de 20 dixièmes, je vais appliquer le matériau, je ferme ma boîte et on s'aperçoit qu'effectivement on a bien une texture qui est du contreplaqué maintenant. Et si je regarde la masse de la pièce, on a une densité qui est devenue 800 kg par mètre cube qui correspond à du contreplaqué. La masse est passée de 14 grammes pour de l'aluminium à 4 grammes pour du contreplaqué. Donc ça permet de gérer exactement les pièces comme on souhaite. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos pièces et qu'on a éventuellement tous nos assemblages, il va falloir ressortir ces propriétés dans des nomenclatures. Donc pour cela, donc, je vais vous montrer déjà une mise en plan. Donc l'intérêt pour pouvoir réaliser un modèle, c'est d'avoir une mise en plan qui permette de réaliser sans problème. Donc je vous ai sorti pour information donc, la mise en plan du stabilisateur. Donc sur cette mise en plan, on va trouver différentes informations, hein. La vue en plan qui permet de réaliser en vraie grandeur le stabilisateur, quelques coupes qui permettent de montrer les détails de la structure, et éventuellement des éclatés qui permettent de bien comprendre la conception de la pièce en question. Sur la mise en plan, chaque pièce va être bullée, hein, et la bulle comportera un numéro de repère, de 1 au nombre de pièces qu'on a dans l'assemblage. Donc, une nomenclature va reprendre, lister l'ensemble des pièces qui constituent le stabilisateur en l'occurrence. Donc sur chaque ligne, on va trouver le numéro de repère qui correspond à la bulle, le nombre de pièces dont on a besoin pour réaliser l'assemblage, hein, ça peut être une mais ça peut être plusieurs. On va trouver le nom de la pièce, on va retrouver la désignation, la matière, le débit, le plan et le type. Donc ça, ce sont les propriétés qu'on a renseignées au niveau de la pièce. Donc cette nomenclature n'apparaîtra pas sur le plan proprement dit, hein. Le plan c'est uniquement ce qu'on a dans cette zone-là. Ce qui va apparaître dans la nomenclature, on va la faire apparaître dans un document séparé
Donc c'est pour ça que cette nomenclature, on va en faire un export vers Excel. Et ensuite, on va utiliser Excel pour pouvoir faire des filtres et gérer des regroupements de nomenclature. Donc je vous montre dans Excel. Donc le résultat, donc on va retrouver la même chose, hein, sauf qu'on n'est plus dans SolidWorks, on est dans Excel. Donc on va retrouver chaque ligne de nomenclature, et sur chaque ligne de nomenclature, on va retrouver toutes les propriétés de la pièce. C'est exactement celle qu'on a remplie dans l'éditeur de propriétés personnalisées. Donc on va retrouver, enfin pas la quantité, parce que la quantité est liée à la nomenclature, mais on va retrouver le numéro de la pièce qui est ici, on va retrouver la désignation qui est ici, on va retrouver la matière qui est ici, le débit, il n'y en a pas, le plan qui est ici et le type usinage. Donc au niveau des types, c'est pareil, j'ai oublié de vous en parler, je vais revenir sur ma pièce. Donc je reviens ici, au niveau des types, on va trouver différents types. Donc, une pièce pourrait être achetée, ça va être le cas d'un cerveau, ça va être le cas d'une vis, ça va être le cas d'un moteur. Mais on va considérer comme pièce achetée aussi une plaque de contreplaqué, une planche de balsa, une baguette, si cette baguette est travaillée manuellement. C'est-à-dire qu'à la limite, une baguette qui est une lisse d'infusage, on va la prendre, on va en couper une certaine dimension, et à ce moment-là, on va renseigner ici le type de baguette, par contre, baguette balsa 4x4, et on indiquera en débit la longueur qu'on utilise, par exemple 600 mm. On va pouvoir trouver des pièces au format DXF, hein. Donc ce sont toutes les pièces qui serviront à faire de la découpe numérique ou de la découpe laser. On va trouver toutes les pièces usinées, donc les pièces usinées seront définies par un plan. Donc à ce moment-là, on aura un numéro de plan, et s'il y a un plan, toutes les codes seront définies dans le plan, et on n'aura pas besoin de renseigner la rubrique débit. On va trouver des pièces en fibre de verre. Alors, fibre de verre, c'est un terme générique, hein, ça sera tout ce qui est en fibre de verre, fibre de carbone. Toutes les pièces qui seront réalisées en impression 3D. Hein, donc à ce moment-là, on aura un fichier STL qui servira à faire l'impression 3D. Et toutes les pièces qui sont réalisées en thermoformage ou en rhodoïde. Alors la différence, en rhodoïde, j'applique ça plus à des pièces de rhodoïde développables. Alors que le thermoformage, il faudra faire un moule et former la pièce. Donc l'intérêt d'utiliser différents types, c'est que dans les nomenclatures, on va pouvoir regrouper les pièces famille par famille. C'est-à-dire qu'on saura regrouper toutes les pièces que l'on doit usiner, et donc ça permettra, en faisant un tri sur le type, de pouvoir regrouper tous les plans. C'est-à-dire que même qu'à la fin, quand on aura fini tout le modèle, on mettra toutes les nomenclatures dans une seule nomenclature. Ça permettra d'avoir la liste de toutes les pièces nécessaires à la réalisation du modèle, de faire un tri par le type de pièce et de ressortir tous les plans qui servent à faire les usinages, tous les plans qui servent à faire les pièces en fibre de verre, en film de carbone, ressortir tous les fichiers qu'on devra exporter pour faire les impressions 3D, hein, de sortir tous les fichiers qui serviront à faire la découpe numérique. Donc, c'est le gros intérêt d'utiliser des types de pièces et de pouvoir les regrouper par famille. Voilà, donc cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais et éventuellement, je répondrai par une nouvelle vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes.